pouvoir débuter cet après-midi. Moi, je veux déjà vous remercier tous d'être ici présents au Sénat, et je suis heureux de vous accueillir ici au Sénat dans cette salle pour ce colloque et pour cet après-midi de travail et de réflexion. Je voudrais d'abord remercier la Green Open Foundation et la Fondation de l'écologie politique pour l'organisation de ce colloque, parce que moi je permets d'accueillir ce colloque dans ces murs, mais c'est vrai que tout le travail revient à ces fondations et cette idée de mettre ce sujet important des alternatives sur le post-urbanisme sur la table. Pourquoi moi j'étais heureux d'accueillir justement ce sujet? C'est vrai que je suis Guillaume Gontard, sénateur, donc je suis vice-président de la commission aménagement du territoire et développement durable, donc forcément intéressé par les questions d'aménagement du territoire. Je suis sénateur d'Union de la gauche et des écologistes de l'Isère, et auparavant alors je suis encore conseiller municipal, mais j'étais maire d'une petite commune, toute petite commune, parce que quand je dis petite commune ici au Sénat, on me parle de 2000 habitants. Moi, c'était 200 habitants, dans une intercommunalité d'à peine 10 000 habitants, une intercommunalité qui a pu exister en fait avec la loi montagne et la dérogation liée à la loi montagne. Et donc, c'est vrai que ces questions-là me préoccupent particulièrement, et notamment avec une intercommunauté de 10 000 habitants qui jouxte la métropole urbaine de Grenoble de plus de 400 000 habitants, et donc toutes ces questions et ce lien qu'on peut avoir entre ces territoires. Donc voilà les raisons en tout cas du fait que je sois heureux d'accueillir ce colloque ici. Donc débattre du post-urbanisme, parler d'exode urbain, voilà une manière de prendre à rebrousse-poil le débat municipal qui s'ouvre en ce début 2020. Je suis en période des vœux, donc j'ai parcouru pas mal de communes et de villes, et c'est vrai qu'il n'y a pas un élu, notamment en zone urbaine, qui propose de perdre des habitants. Au contraire, il explique comment il fait pour en accueillir plus, et même le candidat écologiste à la mairie de Paris, mais c'est le cas d'autres candidats, n'assument pas complètement cette position, et on s'abrite derrière le concept de dédensification pour dire qu'il faut soulager la pression démographique. Alors on parle d'eau ferrée urbaine, on parle de jardins urbains, mais c'est vrai qu'on n'assume pas complètement le fait qu'une ville puisse perdre des habitants, en tout cas puisse s'organiser autrement. Et pourtant, c'est vrai que l'exemple parisien est particulièrement fort, puisqu'il y aurait de quoi dire, avec plus de 21 000 habitants au kilomètre carré. C'est vrai que moi, depuis ma commune du Percy, ça peut faire peur. Et c'est une des villes les plus denses au monde, plus dense que Séoul, largement plus dense que Tokyo, 3 fois plus dense que New York ou Mexico. Donc c'est simple, dans les grandes villes mondiales, les seules qui soient plus denses que Paris sont dans l'ordre Dhaka au Bangladesh, Manille aux Philippines, Le Caire, Calcutta ou encore Shanghai. Et c'est à peine mieux si on parle de l'agglomération parisienne, qui avec plus de 3 700 habitants au kilomètre carré, n'est devancée que par les mêmes, hormis Dhaka et Shanghai, mais en ajoutant Séoul, Tokyo, New Delhi et Hong Kong. Donc en fait, au regard de l'entassement qui est leur quotidien, c'est vrai qu'on peut tirer un coup de chapeau aux Parisiens, parce qu'au degré de civilité des Parisiens et au fait que voilà, cette densification, la manière dont ils peuvent l'apprécier et l'accueillir, et en tout cas vivre à l'intérieur de cette densification. Et on le voit encore plus avec ces périodes de grève où c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, même si ce sont à mon sens des grèves justifiées et utiles. Mais c'est vrai qu'au passage, je trouve que ces grèves et puis cette absence de transport, ou cette limitation des transports et cette difficulté à se déplacer montrent encore plus aussi les problématiques qu'on peut avoir sur nos territoires et l'aménagement du territoire tel qu'il est fait. Et on s'en rend, je dirais, encore plus avec les grèves actuelles. Donc si le cas de notre capitale est exceptionnel en Europe, c'est à travers, et celui de toutes les grandes villes, c'est le cas de travers de toutes les grandes villes du monde,
Et ces 40 dernières années, la mondialisation a accentué l'hypermétropolisation du monde, et les grandes villes concentrent l'activité économique, les services, les richesses, les emplois, et donc la population avec cette attractivité. Et on ne peut pas dire que les effets de l'opération soient extrêmement bénéfiques. Et on en voit même plutôt actuellement très fortement les désagréments. Et je peux parler par exemple de la hausse drastique du prix des loyers, entraînant une gentrification extrême, enfermant toujours davantage les classes moyennes et populaires dans des zones périurbaines, entraînant une hausse du coût de la vie et un accroissement des inégalités, avec une hausse de 270% du prix de l'immobilier à Paris, ce qui est quand même assez extraordinaire, entre 2000 et 2020. Un couple doit désormais gagner plus de 70 000 € par an pour acheter un 3 pièces. Et on peut voir aussi que en vendant un appartement, en achetant un appartement et en le vendant 2 ans, voire 3 ans après, certains couples peuvent gagner plus que ce qu'ils gagneront toute une vie. Donc c'est vrai que ça pose clairement des questions. On a le problème de la congestion maximum des axes routiers. Là, je ne vous apprends rien, et des réseaux de transport en commun qui sont responsables dramatique de la pollution atmosphérique, qui tue aujourd'hui bien plus que le tabac et qui est aussi une cause de perte de temps, de stress. Chaque matin, 300 km de bouchons se cumulent en Île-de-France. Et puis, c'est aussi un coût économique, puisque c'est plus de 101 milliards d'euros par an que génèrent ces pollutions dans nos villes. Également un impact écologique dramatique, avec un étalement urbain incontrôlable et un éloignement toujours accru des zones de production, et notamment des zones de production agricole et des zones de consommation. Ainsi, l'Île-de-France ne produit que 10% de ce qu'elle consomme, et c'est le cas pour de nombreuses grandes villes, mais que ce soit Paris ou également Grenoble, 2 jours d'autonomie alimentaire pour ces villes. Et je ne parle même pas de l'autonomie énergétique. Donc on voit qu'on est sur un système très compliqué. Et ce qui est vrai pour Paris, il est bien sûr pour toutes les autres grandes métropoles, que ce soit Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille. On dirait Grenoble, mais Grenoble a déjà largement entamé sa transition écologique et a peut-être un petit pas d'avance, mais il reste encore énormément de travail à faire. Ce phénomène, c'est vrai que ne semble pas parti pour s'arrêter. On a plutôt, je dirais, une escalade de cette urbanisation. Et c'est vrai qu'à titre d'exemple, les experts de la RATP que j'avais reçus lors de nos missions d'information sur la gratuité des transports nous indiquaient que le métro du Grand Paris, ces 200 km de nouvelles lignes et ces 68 nouvelles stations, se serait saturé dès sa mise en service en 2025. Ce qui est quand même assez fou. Et donc, on voit bien que ce fonctionnement ne peut pas continuer comme ça. Un paradoxe aussi qu'on a vu lors de la mission d'information sur la gratuité des transports, c'est que 60% des banlieusards, de tous ceux qui sont autour en fait, du Grand Paris, mettent moins de temps en voiture qu'en transport en commun, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'offre suffisante et parce que tout est centralisé sur Paris et qu'il n'y a pas de lien interbanlieue. Donc un système qui montre clairement ses limites en termes d'aménagement du territoire. Et ce constat terrible est l'objet de la première table ronde que nous aurons ici, sur laquelle je ne vais pas m'empiéter davantage. Le phénomène à l'œuvre est insoutenable et il est plus que temps de l'enrayer. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons toutes les clés pour le faire. Tout d'abord, nos concitoyens et concitoyennes qui sont prêts. Alors même si on peut prendre ces différents sondages et ces différentes études de manière assez différente, on a un sondage de l'Ipsos de novembre 2008 qui indiquait que pour 80% de nos compatriotes, la vie à la campagne représentait la vie idéale. Alors derrière ça se cachent beaucoup de choses, beaucoup d'imaginaires, beaucoup de fantasmes aussi, puisqu'il y a aussi le fantasme de la petite maison avec un grand jardin, etc. Mais cet attrait est encore plus prégnant pour la jeune génération. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez la jeune génération, ce besoin en fait de sortir des villes. Et puis un autre enseignement, il y a une majorité de ruraux, et c'est aussi un paradoxe, qui se sentent abandonnés, délaissés quand ils parlent de leur territoire, quand ils parlent de leur village.
mais qui pourtant, à une très très large majorité, ne changerait pour rien au monde leur lieu d'habitation. Donc il y a là des choses à réfléchir et à analyser. Attirés par le rêve de la ville à la campagne, c'est vrai que les périurbains représentent un quart de la population française quand même, hein, quand on prend toute la zone périurbaine. Et c'est peut-être la période, hein, le temps de la revanche des villages, comme le citait Éric Charme. Une chose est certaine, l'opposition entre ville et campagne est clairement et largement dépassée. C'est vrai que pendant longtemps, on a eu cette opposition, ce refus de dialogue en fait, entre zones rurales et zones urbaines. Alors que manque-t-il pour un exode urbain heureux ? Je dirais pas grand-chose. De l'activité économique, des services publics, de l'attractivité. Et cet horizon, il faut le dessiner en rupture avec les politiques conduites depuis 20 ans et ce à quoi nous nous employons aujourd'hui. Passer d'une logique de concurrence, de compétition, à une logique plutôt de coopération, de partenariat et surtout de réciprocité entre ces différents territoires et ces différents lieux. Ce n'est pas la fin de la ville, ce n'est certainement pas la fin de la ville, c'est la fin d'une ville, peut-être d'une ville dévorante qui crée le vide autour d'elle, peut-être la fin d'une ville trop égoïste, autocentrée, pour aller vers une ville solidaire et plus partageuse. Il faut donc se poser la question de notre projet urbain, de la taille de nos villes, de l'étalement urbain, de la dissociation entre zones d'activité économique et les zones d'habitat. Il faut bien sûr réinvestir les centres-villes de nos communes moyennes, qui se sont souvent complètement vidés et qui sont en déshérence. Je pourrais citer un exemple. Il n'y a pas très longtemps, en Nord-Isère, je suis allé dans une petite ville de 3-4 000 habitants. Il y avait une opération artistique assez intéressante. Ils avaient réouvert l'ensemble des anciens commerces qui existaient dans cette ville, ce qui a montré à la fois qu'il y en avait énormément et que chacun habitait au-dessus de son commerce et qu'on trouvait l'ensemble des services et des possibilités qu'on peut avoir besoin. Et ils avaient fait des performances artistiques avec des commerces qui s'étaient transformés en salles de danse, d'autres en d'autres activités. Mais en tout cas, ça montrait qu'on avait cette activité au cœur d'un village de 3 à 4 000 habitants et que la réalité aujourd'hui, c'était un petit centre commercial à une quinzaine de kilomètres et plus aucun commerce, si ce n'est un petit bistrot qui avait du mal à fonctionner. Et donc c'est vrai que je trouve que ça mettait bien en lumière justement ce type d'aménagement et les conséquences qu'il peut produire. Il faut aussi une véritable politique alimentaire, et je pense que ça, c'est quelque chose d'important avec les projets alimentaires de territoire. Moi, je suis même pour qu'on les rende obligatoires, pour qu'il y ait vraiment cette réflexion qui s'installe, d'aller vers une transition agricole et bien évidemment vers l'eau bio, qui entraîne aussi une multiplication des emplois et des emplois locaux. Moi, j'aime bien parler du champ à l'assiette, hein, et c'est vrai qu'il y a l'exemple de Paris. J'étais allé à une exposition récemment sur Paris qui a en fait rejeté complètement l'agriculture, puisque l'agriculture, la production agricole faisait partie du maillage parisien, et même les terres étaient enrichies en bordure de Paris avec les ordures des Parisiens. Donc on avait là un vrai cercle vertueux. Et puis il y a eu l'époque des pavillons, etc., qui ont repoussé l'agriculture encore plus loin, et puis ensuite la mondialisation, et puis les conséquences, je disais tout à l'heure, avec une autonomie alimentaire qui est quasi nulle. De la même manière, il faut développer les filières de construction locale, que ce soit autour du bois, autour du chanvre, de la paille, en tout cas réfléchir sur les matériaux locaux et comment on peut construire avec ces matériaux locaux. De la même manière, j'aime bien parler aussi du champ au logis et de se dire comment on peut, même au niveau de l'architecture, recréer des modèles architecturaux qui soient en lien justement avec un territoire et avec les matériaux qui existent sur le territoire. Et ça, je pense qu'il y a encore aussi beaucoup de choses à faire. Et c'est toujours pareil, de l'emploi non délocalisable, de l'emploi qui est là directement sur les territoires. Il faut bien sûr une politique de mobilité partagée et sobre, qui soit à même de limiter la dépendance à la voiture individuelle, même si en zone rurale, la voiture individuelle est difficilement, totalement remplaçable. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles on peut réfléchir pour, en tout cas, diminuer. C'est vrai qu'une famille qui a 2, voire des fois 3 voitures en zone rurale, et c'est une vraie réalité, quand on arrive à supprimer 1 ou 2 voitures, c'est aussi du pouvoir d'achat, c'est de l'argent qui sert à faire d'autres choses. Donc c'est aussi quelque chose
Et donc là, il y a énormément à travailler sur cette question des mobilités en zone rurale et ce lien justement entre zone rurale et puis zone urbaine. Il faut aussi développer des coopératives énergétiques pour aussi produire localement et durablement notre électricité, même si je pense qu'il faut qu'on garde un réseau interconnecté, mais en tout cas, on doit plus travailler à l'échelle du territoire. Et puis, il faut repenser la distribution. Ça va avec les projets alimentaires de territoire en s'appuyant sur le commerce de proximité, la vente directe, les circuits courts et puis aussi tout ce qui existe autour du réemploi. Je m'arrêterai juste quelques secondes, puis après j'essaierai d'aller plus vite sur l'exemple du Trièves. Donc mon territoire, la communauté de communes du Trièves, je disais de moins de 10 000 habitants, qui est assez, je dirais, je vais le dire, assez exceptionnel et qui n'est pas lié, voilà, c'est 30 ans d'une politique qui s'est installée, d'équipes différentes, d'équipes municipales, intercommunales, qui ont travaillé sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'on a un territoire maintenant qui a quasi atteint les 30% de bio. Des villages vivants, moi j'aime bien le dire, c'est qu'on a des villages vivants, et justement avec une démarche qui a été complètement inverse. Moi, dans ma commune de 200 habitants, et je vous dis, c'est la succession de X équipes municipales. On a une médiathèque, une salle de spectacle. Alors, c'est une salle de spectacle qui est aménagée dans une ancienne grange qui a été réhabilitée. On a un café-restaurant communal. On a une opération d'habitat partagé pour réutiliser une ancienne colonie de vacances, puisqu'il y a aussi beaucoup de friches touristiques qui existent. Un jardin partagé. Et puis, surtout, énormément de personnes qui arrivent, qui veulent s'installer avec des projets. Et on a de l'installation, que ce soit en maraîchage, en apiculture, en transformation aussi, un boulanger qui vient de s'installer, un producteur de glace. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir sur quasi un seul lieu, là par contre, une vraie autonomie alimentaire et de pouvoir se produire intégralement avec des produits locaux, et une réflexion bien sûr pour comment on peut mieux travailler aussi avec les zones urbaines qui ont besoin aussi de cette activité agricole. Donc tout cela passe aussi par d'autres formes démocratiques, et je pense que ça c'est aussi important en termes d'implication citoyenne, et que je pense que les élus doivent peut-être changer leur manière de voir les choses et leur manière d'être. Alors c'est très fort actuellement avec les élections municipales, mais je pense qu'un maire ou un président d'intercommunalité doit peut-être plus devenir, a plutôt un rôle à la fois d'observateur, de facilitateur, d'accompagnateur et puis aussi d'animateur, parce qu'en fait on s'aperçoit que plein de choses existent, il y a une innovation qui se fait au niveau citoyen et on a ce rôle-là d'accompagner et de permettre que ces choses-là puissent aboutir. Donc voilà, tout cela permettrait de rebâtir un modèle économique résilient, capable de résister à la fois aux aléas financiers et puis qui soit bien sûr beaucoup plus respectueux de l'environnement. Tout cela permettrait de réduire les inégalités en faisant baisser le coût de la vie et en favorisant la coopération. Cela permettrait aussi de résorber la fracture territoriale et de répartir la population de manière beaucoup plus homogène sur le territoire, sans pour autant artificialiser la moindre terre supplémentaire. Donc ce modèle économique s'articule autour de nos communs, d'une économie de partage et de coopération qui soit génératrice de lien social et humain. Donc voilà l'objet de la deuxième table ronde qui s'annonce, me semble, riche. Pour terminer, puis avant de laisser la parole à nos différents orateurs, je souhaitais conclure mon propos avec deux dernières pistes de réflexion qui me sont chères. Comme je l'expliquais ici même, il y a quelques semaines, lors d'un colloque similaire, on est intervenu sur la réflexion sur le développement du revenu universel. Et donc il y a eu, pareil, là c'était une journée complète, mais qui a été très riche autour de ce revenu universel, je dirais du véritable revenu universel. Et c'est vrai que je trouve que toute cette réflexion qui a été faite sur à la fois justement cette autonomie, d'avoir moindre précarité, qui peut aussi permettre d'être aussi, je dirais, moins précaire géographiquement, de pouvoir aussi peut-être se déplacer, de pouvoir choisir le lieu où on souhaite habiter, où on souhaite créer un projet, la possibilité aussi de pouvoir créer son activité, d'être peut-être plus innovant, parce que moi c'est aussi ce que j'ai rencontré sur ma
mes 10 années en tant que maire, c'est ce que je disais, beaucoup d'initiatives, mais souvent une difficulté, parce que c'est très difficile d'arrêter une activité professionnelle pour créer autre chose, pour se lancer. Et c'est vrai que toutes les réflexions qui peuvent se faire autour du revenu de base et du revenu universel me semblent très complémentaires avec toutes les discussions que nous pouvons avoir ici. Et puis pour terminer, un dernier mot afin... ouais, c'est ça. Je pensais que j'avais sauté une partie, un dernier mot sur ce nouveau cadre de vie que nous dessinons aujourd'hui, qui permettrait aussi de rebâtir notre démocratie sur la seule échelle où elle soit pleinement efficace, celle de la commune ou de la communauté de communes. Parce que c'est vrai que, j'en ai parlé tout à l'heure, de cette nouvelle forme de démocratie, mais il me semble que l'échelon communal, l'échelon intercommunal, tout ce qu'on peut faire et cette proximité, même s'il y a des choses à encore inventer et encore à améliorer, c'est vraiment quelque chose qui me semble très, très fort et qu'on doit développer. On parle souvent des 36 000 communes ou 35 000 maintenant communes comme quelque chose, comme un désavantage pour notre pays. Alors je pense qu'on peut bien sûr les regrouper. Ma commune de 200 habitants, on est déjà bien sûr en réflexion pour regrouper, pour arriver à avoir une taille plus efficiente et puis aussi pour avoir aussi plus de monde pour pouvoir travailler ensemble. Mais n'empêche que cette proximité, vraiment cet engagement citoyen qui est possible à travers des conseils municipaux, à travers cette échelle-là, je pense que c'est une vraie richesse et qui doit justement plutôt nous permettre de réfléchir autrement. Voilà, pour terminer, je dirais que j'utilise souvent la métaphore du pot-au-feu, et c'est une image que Gérard Filoche avait utilisée et que j'aime bien, justement pour parler de ce fonctionnement communal un petit peu idéal et qui peut être aussi d'un aménagement du territoire idéal. C'est vrai que le pot-au-feu, c'est un plat simple. Au départ, on met un peu d'eau, de sel, et puis chacun apporte un morceau. Et puis on attend, ça mijote, on a un fumé souvent qui attire d'autres personnes qui viennent et qui sont intéressées par ce développement. Le cercle s'agrandit et puis voilà, tout cela mijote et le bouillon en fait va faire le lien justement entre tous les morceaux qui deviennent tous indispensables. Et la simple feuille de chou prend autant d'importance que le paléron ou la macreuse et chacun devient indispensable à l'autre. Et en général, tout ça finit par du partage et surtout beaucoup de bonheur. Et c'est peut-être cela, le post-urbanisme, le bouillon du pot-au-feu qui crée ce lien entre tous les ingrédients et une perspective qui soit à la fois indispensable et surtout réjouissante. Alors voilà, moi je vous propose de sortir nos marmites et nos cuillères en bois et de nous mettre au travail. Voilà, merci.